qui a été très largement remise en question ces dernières années, et encore récemment, on l'a vu, n'est certainement pas assurée comme elle le devrait. Les capteurs communicants transmettent des données qui pourront être utilisées aussi bien par d'éventuels hackers que par des sociétés commerciales auxquelles elles seront transmises. Et aucune entreprise n'est aujourd'hui en mesure de vous garantir contractuellement l'inviolabilité de vos données. D'ailleurs, vous allez voir maintenant un petit clip qui va vous donner une petite idée de la façon dont ils ont été récemment contraints par la justice. La société Direct Énergie s'est ravitaillée avec les informations qui ont bien sûr transité par Enedis. Voilà le petit clip. Pour le prix d'une tasse de café, vous allez voir ce qu'ils arrivent à obtenir. Petite énigme, quel est le lien entre une tasse de café et un compteur Linky? Démonstration. We are Onzo. We help energy utilities globally to build better relationships with their customers, serve them more efficiently, and serve them in a more effective way. How do we do this? We take energy consumption data from smart meters and sensors. We analyse it using our patented algorithms and build a highly personalised profile for each and every utility customer. We then tag this profile with the key behavioural, attitudinal and lifestyle characteristics that we identify. We even tag the appliances that we see being used in the home. We then use this characterised profile to give the utility three things. 1. Customer engagement apps that educate the end customer, build levels of trust and ultimately reduce customer churn. 2. A detailed description of each end customer that helps the utility to provide more appropriate services and highly targeted sales campaigns. 3. The ability to monetize their customer data by providing a direct link to appropriate third-party organisations based on the customer's identified character. So, from a very thin stream of energy consumption data, Onzo delivers significant business value for as little as the price of a cup of coffee. Vous avez compris à quoi on s'expose. Il y a aussi un article qui peut surprendre mais dont on ne parle jamais, c'est l'article 226.3 du Code pénal qui indique que la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils et de dispositifs techniques permettant la réalisation du délit d'atteinte à l'intimité est passible de 300 000 € d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Il y a des gens qui pourraient prendre des leçons. Il apparaît aussi que les compteurs électromécaniques qui n'ont pas fait l'objet d'un changement parce que les clients s'y sont légitimement opposés et dont les contrats sont régis par d'anciennes conditions générales qui ne prévoient que du 50 Hz ne reçoivent plus la qualité d'électricité prévue contractuellement dès lors que certains capteurs ont été installés à moins de 3000 mètres de leur domicile. Nous sommes donc en présence d'une rupture de la qualité de courant qui a été souscrite et que l'on est en droit d'attendre d'un service public, ainsi qu'une violation des articles R212.1 alinéa 3 et R212.2 alinéa 6 du Code de la consommation qui sanctionne la modification unilatérale des contrats. Par ailleurs, et comme vous le savez certainement, la propriété des compteurs, on en parlait tout à l'heure, est dévolue à la personne publique en tant que bien de retour. Elle a été confirmée par le Conseil d'État en 2012 et rappelée fermement par la décision en appel du tribunal administratif de Nancy en 2014. Conformément aux dispositions de l'article 23, 21, 2, 27 du Code général des collectivités territoriales, sont tenues d'amortir les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants, les groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil. La durée d'amortissement des installations électriques ou téléphoniques est de 15 à 20 ans. En clair, cela signifie qu'avant la fin de l'amortissement, un bien de retour ne peut être déclassé que sur décision de la mairie, qui pourra éventuellement céder à titre onéreux, mais jamais à titre gratuit si son amortissement lui confère encore une valeur comptable. Si Enedis, lors de ces installations, ne prend pas en compte cette donnée, elle se trouve de nouveau en dehors du cadre légal, puisqu'elle prend possession au travers d'une société de pause du secteur privé, d'un bien public qui n'est pas sa propriété et dont elle ne peut normalement disposer. Doit-on considérer que pour tous les compteurs non restitués à la personne publique, nous sommes en présence d'un détournement ou d'un recel de biens publics, et que pour tous ceux dont l'amortissement n'est pas échu, nous sommes en plus en présence d'un détournement de fonds publics? C'est une bonne question. Sur ces quelques aspects, qui ne sont que quelques exemples parmi des dizaines d'autres, le temps nous manque pour entrer dans les détails des synthèses exposées à ce jour qui méritent pourtant toute notre attention. Lors de cet exposé, nous avons fait que survoler les aspects légaux, les dérives constatées, les questions sans réponse auxquelles, tout comme vous, nous nous heurtons. Nous sommes également conscients du chemin qui reste à parcourir pour définir ensemble une ligne de conduite en accord avec les valeurs et les racines démocratiques et républicaines de notre pays. Sans vous, sans votre participation, sans votre aide, nous ne pourrons faire en sorte que notre nation reste en état de droit avec les protections et les devoirs qui s'imposent à tous. Nous savons également que les avancées technologiques sont importantes, voire vitales, pour l'avancée de la science et des progrès réalisés au quotidien pour le bien de chacun.
mais faisons en sorte que les procédés nécessaires pour y accéder respectent à la fois l'éthique et toute cellule vivante pour y parvenir. Que les moyens pour les mettre en œuvre respectent eux aussi les règles déontologiques et légales nécessaires en pareil cas. Notre responsabilité collective, c'est de faire en sorte que des erreurs ou des drames ne se produisent pas, même s'il est nécessaire pour cela de rappeler à certains leurs devoirs en regard des droits et des délégations de pouvoir que nous leur avons concédés. Je vous remercie. Bien, merci Jean-Pierre. Si vous voulez encore une leçon de droit, vous allez voir le spécialiste. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce qu'a sorti Jean-Pierre, il a cherché très très loin ces informations, notamment le petit film. Bon, maintenant on va pouvoir le diffuser. Ne vous inquiétez pas, la présentation PowerPoint sera mise à disposition. On n'a rien à cacher. Et ce petit film est très révélateur. Et je vous rappellerai simplement ce qu'avait déclaré M. Philippe Monloubou à l'Assemblée nationale, pas d'ici, qui voulait être un opérateur de big data. Donc si vous en doutiez, je pense que la tasse de café que demain matin que vous prendrez, la tasse de thé, vous rappellera qu'en face, derrière une tasse de café, il y a un compteur Linky et des gens qui vous veulent du bien. Bien. Alors, on va passer la parole maintenant à Maître Christian Lequevac du cabinet Expressia, qui va nous expliquer aussi le côté juridique professionnel voilà, par rapport à ce qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Pierre. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais d'abord vous rassurer, les problèmes des Linky ne concernent pas que les messieurs, puisque quand on voit la tribune, il n'y a que des hommes. Les femmes sont tout aussi concernées. Deuxième observation, je ne suis pas là pour vous faire peur avec le Linky, je vais plutôt essayer de vous rassurer. Je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que l'union fait la force. L'union fait la force pour lutter contre un État dans l'État, qui s'appelle Enedis, qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens de l'État, et même un peu au-delà. Il y a un élément moi, qui me trouble depuis le début dans cette affaire, c'est que l'avocat d'Enedis est l'ancien directeur de cabinet d'un ministre de la Justice, ancien conseiller d'État, et qui donc, il connaît tous les rouages administratifs et judiciaires du système étatique. Évidemment, cela nous place dans une situation d'inégalité, mais on va rétablir cette égalité des armes par le fait que vous êtes nombreux. Alors comment avons-nous fait? Avec Arnaud Durand, qui est à l'origine de cette procédure, qui est dans la salle, tout à fait au fond, là-bas, dans le noir, nous avons proposé, depuis maintenant plusieurs mois, le lancement d'une action collective à destination des particuliers. L'idée est assez simple. Elle consiste à dire, vous ne voulez pas le Linky chez vous, pour des tas de raisons, on va y revenir dans un instant, eh bien nous allons demander, en titre de mesure conservatoire, au juge des référés de vous autoriser à refuser en toute légalité le Linky. Cette procédure vous permettra d'opposer à Enedis non plus une lettre recommandée ou une sommation d'huissier, mais un jugement qui va donc avoir une valeur supérieure à une lettre recommandée. Alors, me direz-vous, quels sont les arguments ou les motifs qui peuvent justifier pour des particuliers le refus d'Enedis? Déjà peut-être la liberté de choix, donc je n'aurai pas besoin d'en justifier, je ne le veux pas, point final. Mais si on va un peu plus dans les détails pour convaincre un tribunal, nous avons besoin de montrer qu'il existe ce qu'on appelle des risques, des préjudices immédiats. Et nous avons identifié trois principaux. Il y a trois principaux, il y en a un quatrième, j'y reviendrai dans un instant. Premier risque, c'est un risque de santé. Là, je parle sous le contrôle d'Arnaud, qui connaît très bien ces questions et qui éventuellement pourra reprendre la parole pour vous préciser les questions de fréquences électriques et autres, et de champs électromagnétiques. Mais on va partir avec une image pour bien comprendre la situation. Vis-à-vis des rayonnements électromagnétiques, nous sommes inégaux comme vis-à-vis des rayonnements du soleil. Certains peuvent supporter de rester longtemps sur la plage sans cramer, d'autres vont s'exposer 5 minutes et pourtant vont tout de suite être tout rouges ou avoir des coups de soleil extrêmement dangereux. Eh bien, l'exposition au rayonnement électromagnétique, c'est un peu la même chose. Simplement, il faut donc veiller à ce que le nuage électromagnétique qui est dans votre domicile soit contrôlé. Or, le problème avec le Linky, c'est qu'il utilise une nouvelle technologie qui s'appelle le courant porteur en ligne, le CPL, qui va accroître
la diffusion des ondes électromagnétiques chez vous. Et pour certaines personnes, sans qu'on ait besoin de les qualifier immédiatement de folding ou de psychologiquement atteintes, certaines personnes ne supportent pas cette extension de l'exposition à des rayonnements électromagnétiques et ça se traduit par des problèmes de santé plus ou moins graves. Et tout à l'heure, si Arnaud prend la parole, il vous expliquera par exemple que certaines personnes ne peuvent plus vivre dans leur appartement parce qu'il a été équipé d'un Linky. Je pense que le docteur Duzet pourra aussi témoigner de certaines choses de manière très précise et médicale. Deuxième argument, on l'a déjà vu avec le petit film, c'est une atteinte intolérable à votre vie privée. Vous l'avez compris, Enedis est en train de changer de modèle économique. De transporteur de l'énergie, jusqu'à présent, il va devenir, ou il veut devenir, un transporteur d'informations. Mais pas d'informations vers vous, d'informations de vous vers l'extérieur. Autrement dit, on va prélever le maximum d'informations possibles. Alors pour le moment, ce sont des informations relativement simples, puisqu'il s'agira par exemple de savoir si ces messieurs se lèvent plusieurs fois la nuit, ce qui pourrait être une source de problèmes prostatiques. Savoir si on fait chauffer un biberon, ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a un enfant en bas âge dans la maison, etc., etc. Mais il faut mettre ce système Linky qui arrive dans la perspective des fameux objets connectés qui sont en train eux aussi d'arriver et qui sont Linky compatibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'informations sur votre comportement de consommation, sur votre vie, qui vont être prélevées par le réseau électrique et qui vont être transférées en direction d'acteurs économiques qui pourront vous proposer des solutions adaptées à votre mode de vie. Là encore, vous n'avez rien demandé. Alors, souvent, Enedis nous dit, oui, mais sur Facebook et sur Google, vous laissez plein d'informations. Oui, mais on laisse. C'est si on le veut bien. Là, on vous impose un capteur qui vient vous espionner et qui va prélever en continu, sans possibilité de déconnecter, des informations sur votre vie privée. Donc la raison numéro 2 pour laquelle on refuse ce Linky, c'est celle-ci. Il y a une troisième raison qui est liée à la facturation, ou plutôt à la surfacturation, que peut induire l'installation de Linky. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a une surfacturation possible. L'une d'elles, c'est notamment parce que il y a l'envoi de CPL dans les tuyaux, si j'ose dire, ce qui va vous faire une petite consommation supplémentaire. Mais surtout, là où nous avions un peu de souplesse avec les vieux compteurs bleus mécaniques, Linky, lui, va s'adapter à votre détriment et va vous changer au fur et à mesure de votre consommation l'abonnement. Et c'est comme cela qu'on peut voir certains abonnements flamber et les factures, elles aussi, flamber. Puis justement, puisqu'on parle de flamber, il y a un quatrième argument qui est... Alors, je suis précautionneux avec cet argument parce que pour le moment, je n'ai pas encore de preuves déterminantes de point de vue judiciaire. Mais on constate que souvent, lorsque des Linky ont été installés, en tout cas dans 180 cas l'année dernière en France, en 2017, il y a eu des incendies ou des départs d'incendies qui ont été plus ou moins graves. Certains ont quand même consumé des immeubles entiers et peuvent mettre en danger la vie des habitants. Et semble-t-il, là encore, il y a deux raisons à ces incendies. La première, c'est d'une part une mauvaise formation des équipes de sous-traitants d'Enedis qui ne fixent pas bien les compteurs. Et la deuxième, c'est que souvent les systèmes électriques dans les maisons sont parfois anciens et ne supportent pas cette surcharge provoquée en permanence par le CPL qui est envoyé dans les réseaux. Là encore, on peut s'étonner que Enedis, qui a des moyens colossaux, n'ait pas pris la précaution de vérifier la dangerosité de son produit. Donc ça, c'était la première action collective que nous avons lancée depuis quelques mois aujourd'hui. Nous étions ce matin 3800, mais j'espère que nous arriverons à 4000, voire bientôt peut-être 5000, ce qui nous permettra de saisir d'abord le tribunal de grande instance de Nanterre, siège d'Enedis, et puis nous allons faire aussi des saisines de tribunaux, je vais dire délocalisés, pour être plus proches des consommateurs, et nous avons prévu de saisir une quinzaine de tribunaux partout en France. Et parmi les premiers qui seront saisis, il y a je crois celui de Valence, parce que dans la région de la Balance, notamment grâce à Michel Rivasi, il y a une forte mobilisation des citoyens, puisque nous avons plus de 300 habitants dans la Drôme, si je ne me trompe, qui se sont mobilisés pour participer à cette action. Et je vous ai dit, depuis un moment, c'est la première action. Donc il y en a une deuxième. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. La deuxième action qui vient d'être lancée aujourd'hui, avec Corinne Lepage, Arnaud Durand toujours et moi-même, c'est une action à destination des maires et des collectivités. Il
faut bien distinguer les maires et les communes, mais peut-être que Arnaud en dira deux mots, parce que je vois qu'il nous a rejoint à la tribune. L'idée est simple. Les maires, je ne parle que des maires, il pourra peut-être développer sur les communes, les maires sont dotés d'un pouvoir de police générale. Et à ce titre, la police sanitaire fait partie de leurs attributions. Il est donc possible pour les maires de protéger leurs concitoyens. Et la proposition que nous faisons est la suivante. Plutôt que de faire une protection individuelle ou dispersée sur tout le territoire en fonction des intérêts des uns et des autres, nous avons demandé à la ministre de la Santé, Mme Buzyn, et au ministre de la Transition énergétique, M. Hulot, merci. À la fin, on oublie parce qu'au départ, on pensait qu'il était là pour la transition énergétique, puis on a l'impression qu'il sert de fardeau. Ça, c'est un autre sujet. Donc, M. Hulot, pour leur dire, cela fait déjà des années que vous annoncez qu'il faut faire des études scientifiques, faites-le, lancez les études. Et puis, comme ce sont des études qui vont déterminer l'impact sanitaire du Linky sur la population, nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour suspendre le déploiement de cet appareil qui, et là je vais passer la parole un instant après avoir dit ma formule favorite du jour, qui est un appareillage obsolète, parce que s'il y a une chose qui nous réunit, en tout cas, Corinne Lepage, Arnaud et moi-même, c'était que nous sommes des farouches partisans de la transition énergétique, mais de la vraie. Pas de celle qui donne tous les pouvoirs ou les clés de votre domicile à Enedis. Et le Linky est un appareil obsolète en termes technologiques, qui a été conçu il y a déjà 10 ans, donc à l'époque où la technologie n'était pas encore ce qu'elle est, et qui n'est pas à même d'être véritablement intelligent. Il est intelligent pour vous espionner, mais il n'est pas intelligent pour vous donner des informations en sens inverse. Donc il y a ce qu'on appelle une asymétrie de l'information. Et puis c'est ce qu'on appelle aussi un système propriétaire, donc fermé, où les clés sont commandées à distance par Enedis. Tout ça me permet de dire qu'en fait, le Linky, c'est un militaire de la transition énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout adapté à cet enjeu qui est devant nous et qui doit nous mobiliser si on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir un environnement vivable. Donc pour toutes ces raisons, on a lancé toutes ces actions judiciaires. Vous allez pouvoir trouver tout cela sur le site qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans et qui s'appelle My Smart Cab et qui est destiné à porter les actions collectives. Vous verrez, nous avons d'autres actions collectives en matière de santé publique, notamment les Votirox, ou en matière de protection des données, notamment contre le décret Cazeneuve, etc., etc. Et j'espère qu'il y en aura d'autres plus tard. Je laisse la parole pour quelques mots à Arnaud qui va peut-être préciser des questions techniques encore comme il le veut. Maître Arnaud Durand à ma gauche, donc à votre droite à vous, va apporter les compléments de ce que vient de dire Maître Christian Lequevac. Et c'est vrai, en d'un petit mot, peut-être Maître Arnaud Durand, il pourrait se présenter lui-même, mais Maître Arnaud Durand a une particularité. Vous voyez, en tant qu'avocat, c'est un monsieur qui a un très très gros bagage technique. Et on pourrait très bien parler technique des jours avec lui, parce qu'il sait ce que c'est que l'électricité. C'est un de ses premiers hobbies, pourrait-on dire. Hein. Et comme il s'embêtait en électricité, j'ai toujours, mais il a fait avocat. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Merci. Ça va être difficile de se présenter après cette introduction. Donc effectivement, je suis avocat au barreau de Paris et je travaille donc avec Christophe Lequevac en équipe. On est 4 avocats indépendants et sur cette affaire, il y a une équipe de 4 avocats notamment pour vous défendre face au poids qu'essaye d'avoir l'adversaire. C'est l'élément essentiel. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il faut faire le poids. Je réinsiste là-dessus. Je sais que Christophe en a parlé, mais on vous a dit au départ, vous êtes 2 pelés et 3 tondus à refuser Linky. Ça a été le discours d'Enedis dès le départ. Et c'est encore aujourd'hui le discours d'Enedis de prétendre à un refus extrêmement faible. Ils essayent de se baser sur un chiffre qui date d'août 2016, en pleine vacances, d'un refus mesuré par eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'un refus chez Enedis, c'est pas juste une petite lettre recommandée avec quelques réceptions, c'est huissier plus barricade, plus un cordon de militants devant le compteur, etc. Là, on a un sentiment qu'à ce moment-là, ils considèrent ça comme un refus. Et ils nous ont dit que ça, c'était 3% en août 2016. Après, on a des déclarations qui varient selon les intervenants. Nous, on s'est basé sur des mesures qui ont été faites par des organismes un peu plus indépendants, qui sont les syndicats d'énergie,
qui était dès 2011, lors de l'expérimentation, de 61%. Après, vous avez l'UFC, je sais que c'est un sujet qui fait polémique, l'UFC, je vais juste citer la mesure qu'ils ont faite auprès de 2000 adhérents à leur newsletter, qui était quand même de 69% de gens qui ne trouvent pas Linky utile. Il y a eu hier la fin ce que la mairie de Saillant, dans la Drôme, la commune de Saillant appelle une votation. Ils ont invité les personnes à choisir 3 options possibles. La première, c'était on ne fait rien. La deuxième, c'était on peut refuser Linky à titre individuel et on demande à la mairie de prendre un arrêté ou au maire de prendre un arrêté en ce sens pour que chacun soit, comme c'est le cas maintenant dans certaines communes, de façon très, très légère, on respecte le refus individuel. Et il y a eu, on ne veut pas de Linky sur la commune de Saillant. C'est la 3e option qui l'a emporté avec, je n'ai pas le chiffre exact parce que ça date d'hier, c'était 80% à peu près. Je vous invite à rechercher cette information, elle est sur le site de la commune de Saillant. Et dans ce volet des gens qui seraient soi-disant extrêmement rares, il y a évidemment une composante essentielle dans cette affaire, c'est le volet électro-hypersensible. On vous dit aussi, je vois qu'il y a des personnes électro-hypersensibles dans la salle, que vous êtes de pelés trois tondus, que vous avez des phobies, et que sais-je encore. Moi, j'ai jamais vu de phénomène physiologique qui, supposé du coup, si on se base sur les déclarations d'Enedis, qui comme ça viendrait d'un petit peu partout, et par des gens qui ne se concertent pas, apparaîtraient des gens qui vont voir leur médecin, qui n'ont eu aucune information, mais qui ont constaté, par exemple, qu'en présence du Wi-Fi, ils ont des symptômes. Le docteur Diosette vous parlera très bien, parce qu'il a parfaitement identifié non seulement le tableau clinique, mais il a aussi proposé des outils qui permettent de le résoudre en partie. Et on nous dit que ça, ce serait par exemple comme la phobie au début on nous a fait le coup de la phobie de la couleur du compteur. On nous a dit, il y a des gens, ça va pas du tout, c'est vert, ça leur fait des crises d'angoisse, etc. Mais pourquoi est-ce que pour cette phobie, il n'y a pas eu besoin d'un rapport de 500 pages ou de 100 pages pour dire en fait non, on n'est pas sûr, il n'y a pas vraiment de phobie, il n'y a pas vraiment de motif physiologique à la peur de la couleur verte, il est probable que ce soit psychologique. Sur les ondes, c'est différent. On a en 2009 l'AFSET, l'ancêtre de l'ANSES, qui nous dit après 500 pages de rapport, je vous dis qu'on ne sait pas trop et qu'il faut poursuivre la recherche. Mais sur les fréquences de Linky, l'ANSES a décomposé, ce qui du coup reconnaît qu'il y a un problème selon les fréquences. Elle a fait une décomposition par bande de fréquences. Et dans la bande de fréquences à laquelle appartient le CPL du Linky, le courant porteur en ligne, l'AFSET disait on n'est pas certain, on n'arrive pas à conclure sur l'absence d'effets délétères. Parce qu'on a des études qui mentionnent, c'est le vocabulaire de l'ANSES, qui mentionnent des effets sur les systèmes cellulaires individuels. Et je dois reconnaître qu'ils ont une capacité scientifique évidemment beaucoup plus forte que celle de nous tous réunis, puisque lorsqu'on leur commande un rapport sur le Linky spécifiquement, ce qui n'a pas le statut en tant que preuve d'une expertise collective telle que celle de 2009 portant sur ces fréquences, ils nous disent on disait ça, c'est vrai, on disait qu'on ne peut pas conclure à l'absence d'effets délétères parce qu'on a ces études qui mentionnent des effets. Donc on va se baser, on va regarder un peu ce qui se passe sur d'autres fréquences, et puis on va conclure sur une base de vraisemblance, on va se dire que c'est peu vraisemblable qu'il y aurait des effets. C'est pas un raisonnement qui, à notre sens, rend inapplicable le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans un cas d'application concret, et c'est le tribunal qui tranchera, on a des éléments extrêmement solides, puisque ce sont ceux-mêmes, les institutions, qui disent que ce serait peut-être bon pour Linky, pour forcer, on parlait beaucoup de cet aspect tout à l'heure, c'est la notion de pause forcée. Si quelqu'un veut s'exposer à un risque, c'est son choix. Mais le courant porteur en ligne, on sait très bien qu'à partir du moment où Linky est déployé, même jusqu'à 300 mètres de câble, donc il suffit qu'il y ait quelques voisins qui l'aient, on sait que le courant porteur en ligne navigue dans les maisons et qu'on est peut-être à de faibles niveaux. C'est une partie des mesures qui démontrent ça. Nous, on le conteste quand même d'un certain aspect parce que la façon dont ont été faites les mesures, c'était pour de nature à entraîner des faibles niveaux, donc ils sont peut-être un peu plus élevés. Ceci dit, ils sont quand même, Dixit, l'organisme certifié COFRAC qui a fait les mesures, jusqu'à 300 ou 500 fois, je crois, le niveau ambiant, donc c'est pas rien non plus. Et à cela s'ajoutent donc à ces éléments de preuve tous ces témoignages, tous ces gens qui, comme le dit très bien le docteur Diosette, ont leur vie bouleversée par ces éléments-là, et qui, dans des cas les plus extrêmes, depuis qu'il y a Linky, peuvent retourner chez eux pour prendre une douche une demi-heure, mais pour reprendre l'allégorie du
coup de soleil, au bout d'un moment, la charge est trop forte, ils doivent repartir. C'est de l'errance, c'est même plus de l'errance médicale, c'est de l'errance tout court, puisqu'ils ont une solution qui existe, c'est d'être moins exposés à des champs électromagnétiques, mais ce n'est pas appliqué, et on nous dit qu'il faut déployer, puis après on verra. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on organise un deuxième recours, vous avez compris, je lis parce que je finis. Il y a un volet, c'est les mesures rapides qu'on demande au juge par la voie du référé, pour que les personnes qui le souhaitent, parce que dans ce cas-là on n'est pas mandaté pour les personnes qui ne nous désignent pas, pour que les personnes qui le souhaitent demandent au juge de contraindre Enedis à respecter leur refus. Mais ça, on le demande sur le compteur, mais pas uniquement, on le demande sur le CPM, parce que sur ces 36 nouvelles fréquences, l'ANSES n'a absolument aucune certitude. Et l'autre volet qui s'est ouvert aujourd'hui, qui est plus essentiellement porté par Corinne Lepage, donc c'est effectivement de demander au ministre de la Transition écologique et solidaire et au ministre des Solidarités et de la Santé de faire leur job, c'est-à-dire de prendre les mesures, d'arrêter, de rompre ce discours. On ne sait pas, il y a des études qui disent que ça ne va pas, mais on n'est pas sûr, donc on verra plus tard. C'est de dire, il y a un principe de précaution en France qui est de valeur constitutionnelle, on l'applique, parce que là on ne sait pas, c'est bon, les champs électromagnétiques, ça fait 50 ans que la recherche a commencé à peu près, et il y a 3000 études qui trouvent des effets, et ça commence à faire un petit peu beaucoup de dire, on ne sait pas. Il faut maintenant prendre ses responsabilités. Je ne vous dis pas qu'il faut tout arrêter, je vous dis simplement qu'il ne faut pas rajouter 36 nouvelles fréquences dans les foyers de tous les Français. Et faire le job, commander ses études, ne plus attendre à dire je ne sais pas, et puis dire mince, il y a 8 ans on disait on ne sait pas, et puis il n'y a toujours pas d'études, on en a financé une, l'étude Cochin, mais on n'a toujours pas vu les résultats, donc on ne sait pas. Ça c'est un discours qui est plus admissible et qui à notre sens justifie pleinement l'application du principe de précaution. Et ce recours-là, il a vocation plus générale, parce que pour les élus, ça leur permet de demander, c'est une logique beaucoup plus collective, pour tout le territoire de la commune, de faire appliquer ce principe. C'est ouvert également aux associations et aux citoyens, pour qu'ils puissent aller dans le sens d'un recours d'intérêt général contre ces ministres qui ne répondent pas, notamment le ministre de la Transition écologique, aux questions parlementaires. La question que Corinne Lepage va leur poser, s'ils ne répondent pas, c'est pas juste ils répondent pas, c'est que derrière il y a un recours contentieux qui est engagé, et contrairement aux arrêtés qui sont pris actuellement par les maires, qui donnent lieu à des petits contentieux locaux où c'est un petit peu quand même, c'est difficile la bataille, parce que c'est le rouleau compresseur contre le petit maire qui parfois même pas ou tout juste les moyens, s'il a une assurance, de payer l'avocat qui va le défendre. À ce moment-là, nous, dans le cas de ce deuxième recours, c'est un recours collectif des communes, des associations et des citoyens. Donc c'est un seul tribunal qui va être saisi pour ce volet-là de droit public, et à ce moment-là, on le souhaite, et c'est en ce sens-là qu'on travaille beaucoup pour que ça se passe, c'est de refaire l'équilibre dans la balance, de faire le poids face à Enedis. Voilà ce que je peux vous dire en 2 minutes multipliées par 3. Merci. Je vais faire 2 petits rectificatifs par rapport à la diapo qui est derrière moi. C'est maître Christophe Lequevac et le cabinet d'Expressia, maître Arnaud Durand, et le cabinet Marie Smart Cap, c'est maître Lequevac. Désolé pour la petite coquille, c'était tout à fait involontaire. Je vais peut-être un peu de surmenage. Alors, on va continuer dans le droit et on fera la pause. Alors, je vais à ma droite, donc à votre gauche. Nous allons avoir également maître Jean-Pierre Joseph, qui est tout à fait. J'ai l'habitude d'être debout. Ah bon, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui marche? Bon, voilà. Alors, on a un peu surfilé. Normalement, il y a une petite musique qui va démarrer. Parce que, attendez, je vais d'abord me présenter. Je suis Jean-Pierre Joseph, avocat à barreau de Grenoble. Je suis l'auteur de plusieurs livres, Les radis de la colère, qui a été publié il y a 15 ans concernant la chasse aux minorités, Vaccin, on nous aurait menti, un sujet sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années, et je trouve un étrange parallèle entre le problème Linky et le problème des vaccins. Exactement. Ouais, c'est vrai, on avait raison. J'allais dire, le distilbène, la thalidomide, l'amiante, le sang contaminé, le médiator, le vioxx n'ont pas suffi, et on nous dit toujours, il n'y a pas de lien de causalité. Voilà. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même débat. Maintenant, et moi j'ai dit aux experts, et même devant les tribunaux, j'ai gagné des procès comme ça en matière de vaccins,
si je vous mets le poing dans la figure, vous allez signer du nez, et bien vous n'arriverez jamais à me démontrer scientifiquement que le saignement de nez n'est pas une coïncidence. C'est ce que vous me dites. C'est exactement comme ça, on est dans ce même débat de faux cul, j'appelle ça des faux culs, qui sont de mauvaise foi. Bravo. Bravo. Et bon, j'ai obtenu, il y a 1 an et demi, enfin c'était en fin 2016, la première décision en France d'un juge des référés qui ordonne le retrait d'un compteur communicant d'eau chez une personne EHS à la région de Grenoble. Voilà, donc je t'attendais à ça. Et pour résumer un petit peu le problème, j'ai fait un texte un peu à particulier, donc je vais me lever, je vais demander peut-être si on peut avoir un peu plus de lumière, vous allez comprendre pourquoi, merci, et puis on va lancer le texte, c'est quelque chose que vous connaissez au niveau au moins de l'environnement musical. On peut le mettre assez fort, s'il vous plaît. Bon, je précise qu'on travaille sans filet. Ça a été une grande découverte pour moi et puis pour nous, mais je fais confiance à Maître Joseph dans ses talents d'acteur et de mélomane. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Je refais le melon. La mienne. Je refais le melon. À la technique, hein. Lequel le Non, c'est lequel Ah oui. C'est le son. Oui. Ça, je l'ai rencontré. On n'a pas de musique. Mais j'ai pas de son non plus maintenant. On n'entend pas. On n'a plus de son du tout. On n'a plus de son du tout. Alors, on n'a plus le retour du son, on va essayer. Voilà. Allez. Je me donne du courant et de la lumière. Regarde des gadgets grâce au nucléaire. Qu'on me mette des compteurs qui communiquent entre eux. Qu'on me mette des puces jusque dans les yeux. Qu'on me mette des compteurs qui communiquent. Que qu'on fasse tout ce que je fais chez moi à tout moment. Il y en a qui me critiquent, mais j'ai rien à cacher. J'écoute pas vos discours sur les libertés. Arrête les ondes, c'est pas très bon. Ça mange la tête, ça me rend compte. Mais moi je m'en fous, je suis un crétin. Depuis longtemps, ça c'est certain. Je ne risque plus rien. On te donne de liquide. Pour devenir bien soumis, quel qu'en soit le prix. Comme le liquide dans ma maison, et qu'on m'arrose d'eau sur le plafond. Je me lève la cafetière, je ne sais plus faire, il éteint la télé et la flemme de bouger. On calcule leurs paroles, ce que j'ai consommé. Et que l'on en déduise vraiment tout ce que je fais. Qu'on m'espionne chez moi, même quand je suis tout nu, je suis fier de me montrer, car me pas bien foutu. Mais je m'en fous si je ne dors plus, à cause des ondes, ça je l'ai lu, comme ça je pourrais toute la nuit, regardez le match et les conneries, comme dans de Linky, pour devenir bien soumis, quel qu'en soit le prix.
Prends-le en photo, Daniel. Règle-le pour l'avoir auprès. Demain nous serons tous dépendants, la tête malade, parallèlement. Mais moi je m'en fous, je suis pour le service, toujours content, je vais le cerveau lisse, comme donne Linky, pour rester bien soumis, quel qu'en soit le prix. Ça me fait Vous comprenez pourquoi il est impossible de passer après nuit. Heureusement, c'est bien organisé. Voilà. Bien, j'en ai plein d'autres comme ça, mais bon. Bien, alors, juste un mot, Maître Joseph, vous m'avez donné une idée, la prochaine fois on fait un colloque, non pas à l'Assemblée nationale, mais aux Champs-Élysées. Pareil tenue. Oui. Voilà. Vous voyez que dans la magistrature, il y a quand même des personnes un peu surprenantes. Techniciens, chanteurs. Je sais pas, moi je verrais bien une plaidoirie, non, assez sérieux Samit, je verrais bien une plaidoirie chanter comme ça contre Linky. Je pense que effectivement ça n'arrive pas à avoir, si vous n'arrivez pas à avoir les gens de la salle, ça serait difficile. Merci. Les problèmes de santé, je les ai connus parce que parallèlement à ma profession, on dit de moi que je suis avocat le jour, instructeur d'arts martiaux le soir, et dans le cadre de cette activité, j'ai rencontré beaucoup de spécialistes de la santé et qui m'ont beaucoup parlé d'abord des vaccins et ensuite maintenant du compteur Linky. Et j'ai retrouvé les mêmes absurdités, les mêmes personnes qui, alors ou bien ce sont des gens qui y croient et donc ils ne font aucun commentaire parce qu'ils croient. Et donc, tant que TF1 n'a pas dit les choses, eh bien, malheureusement, hein, on croit. Et puis, ou bien, ils savent, mais font semblant. C'est la plupart de ça. La plupart des experts, entre guillemets, ont quasiment tous des liens d'intérêt avec l'industrie. Exactement, l'argent. Hein, voilà. Ah, donc, là. ils ne peuvent pas, au moins intellectuellement, être neutres. Ça, c'est le truc que j'ai retrouvé, qui fait que dès que quelqu'un publie quelque chose sur un scandale sanitaire, immédiatement, et comme par hasard, une plainte est déposée contre lui pour le décrédibiliser. Et ça, c'est systématique. Hein. C'est le cas du professeur Bellepomme. Le professeur Gherardi, qui dénonce l'aluminium dans les vaccins, subit les mêmes choses actuellement. Et j'en passe, les meilleurs, il y en a plein. Qui sont comme ça. Donc, bien sûr, comme mes confrères vous l'ont dit tout à l'heure, l'union fait la force. Joyeux. Et donc, il faut mobiliser. Voilà. Merci. Merci. Merci Maître, c'était vraiment très intéressant. Je vous propose une petite pause, là jusqu'à 15h50. Alors, pause questions, hein, on peut démarrer les questions maintenant. Il y a également des toilettes au fond, voilà, c'est comme vous le sentez. Il y a des micro-baladeurs, on vous demandera quand même d'être assez bref, on ne va pas traiter les cas personnels. Hein, bon, bah, mais, vous voyez, disons, la partie juridique qui est exposée tout à l'heure est assez lourde, mais vous voyez que les avocats ont quand même des éléments. C'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Donc, encore une fois, la partie juridique, c'est pas la meilleure des choses qu'il va falloir essayer de gérer, mais je pense que malheureusement, on est parti dans ce sens. Merci. Micro-baladeur. 1, 2, 3. Tout est dans la boîte. Tout est dans ma boîte. Bien, c'est gentil. Oui, j'ai une question concernant. Voilà, je m'appelle Catherine Bourdin. Vous pouvez vous lever si vous voulez, on verra où vous êtes. J'ai une question concernant
Par exemple, est-ce qu'on peut, si on va dans une habitation, on déménage, on va à une nouvelle habitation, est-ce qu'on peut dire, par exemple, j'achète parce que je sais que c'est possible d'acheter un ancien compteur, d'une maison qui a un compteur Linky, j'achète un ancien compteur, je le fais installer. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est accepté? Et par exemple, si on va dans l'action collective My Smart Cab, est-ce que ça veut dire qu'on est, en tant qu'individu habitant à telle adresse ou on est suivi, quelle que soit l'adresse où on va? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Parce que dans la vie, on n'est pas toujours au même endroit, on est susceptible de déménager. Et là, il y a des Linky partout, donc effectivement, ça devient difficile de trouver quelque chose si on est dans un endroit où il y a des Linky déployés partout. Ok, merci Catherine. Catherine, en plus, vous l'adhérent de l'ARP, elle est très très pertinente dans les questions et très pointue là-dessus. Maître Durand va répondre. Alors, je réponds dans l'absolu, oui, parce qu'en droit, il existe une liberté fondamentale qui est la liberté de circulation. Et dans un monde idéal et bien fait, je ne vois pas pourquoi les personnes touchées par le Linky n'auraient pas la possibilité de circuler sur tout le territoire français. Ça, c'est la version idéale du droit. Maintenant, on est quand même pragmatique. Et la demande qu'on fait, en raison de l'obligation qu'on a en tant qu'avocat, qui est la détermination de l'objet de la demande, de l'objet du litige, qui doit être, on doit avoir ce qu'on appelle un intérêt à agir actuel. Cet intérêt à agir peut être futur. Et en droit, on ne peut pas agir pour un endroit dans lequel on habiterait plus tard. Ça doit être un litige vraiment actuel. Et donc, ce n'est pas une action qui est attachée à la personne, malheureusement, c'est une action qui est attachée à un litige précis avec un objet déterminé. Donc, on ne peut pas avoir ce blanc-seing, entre guillemets, d'avance. Maintenant, si vous l'obtenez devant un tribunal en référé, que vous êtes amené à déménager, et que ces actions se passent bien, ça peut être quand même un élément assez fort pour une personne qui a obtenu une victoire de dire j'ai déménagé, je refais rapidement un référé pour demander la même chose tout simplement. Et ceci dit, entre-temps, parce que ça c'est l'action en référé qui est la voie plus rapide, espérons que le fond, intenté contre l'État, ait donné une réponse positive. À ce moment-là, ça bénéficiera à tout le monde, sans faire de démarche particulière. Voilà ce que je peux vous répondre, mais vraiment sur le droit. Et nous avons un cas sur Grenoble, dans lequel on a installé un compteur Linky chez un gars qui était un militant des comités anti-Linky. Donc il l'a démonté, hein, bon, c'est pas bien, mais et il l'a remplacé par l'ancien. Je ne sais pas comment il avait fait pour le récupérer. Et il est allé le rendre lors d'une assemblée générale de la communauté de communes. Il leur a dit, vous voyez, je ne suis pas un voleur, je viens vous rendre votre compteur. Eh bien, ils ont accepté finalement. Oui. Bonjour, Corinne Lalo, je suis journaliste. Juste pour dire, ce matin, j'étais pas là parce que j'étais à une autre conférence de presse qui était tenue par Michel Rivasi, qui est une conférence de presse, c'est une petite annonce, hein, sur une marche qui va se tenir, qui s'appelle la marche des cobayes, qui est en fait la marche des victimes, puisque vous l'avez dit, effectivement, il y a souvent les mêmes ingrédients dans les affaires de santé, donc que ce soit le Linky, que ce soit les vaccins, ou que ce soit encore le Levothyrox. Toutes les victimes donc se rassemblent et Michel Rivasi organise une grande marche au mois de mai qui va durer un mois et qui va partir de Fos le 1er mai pour arriver ensuite à Paris et à Bruxelles. Donc c'est pour faire une annonce ici que tout le monde soit au courant, le 30 juin l'arrivée. Et ce sont toutes les victimes, parce que aussi bien les victimes des pesticides, finalement on retrouve à chaque fois les mêmes ingrédients, les mêmes violations de la liberté, les mêmes violations des droits fondamentaux, de la dignité humaine, et les mêmes violations des lois sur la santé. Et les mêmes faux culs qui vous disent il n'y a pas de lien de causalité.